Bonjour. Pour ceux qui suivent le programme et qui ne me connaissent pas, j'ai toujours eu cette coupe de cheveux. Donc ne vous trompez pas, je ne suis pas Philippe Lucas. Avant toute chose, je dois dire, comme a dit Philippe, je travaille sur le pôle depuis 89. Donc j'ai travaillé avec Lucien Lacoste pendant un peu plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'il nous fasse Faugon, qui parte faire 3 saisons avec l'équipe de France. Ça a été une expérience vraiment très enrichissante parce que on s'est vraiment éclaté sur le bord du bassin. On a vraiment réussi à aller assez loin dans l'entraînement et ça a été vraiment très enrichissant. Les 3 années passées tout seul, on était un peu plus dur. Bon, Lucien est revenu sur Toulouse depuis que nous avons une nouvelle installation. Puis, espérons qu'on repartira de plus belle. Donc, je voulais vous présenter ma petite intervention en 4 parties, une petite présentation du pôle. Et bon, après ça, l'université d'Arizona, je vais la faire encore plus courte. Une partie sur l'observation organisée de l'entraînement et de la performance, une 3e partie sur le travail avec les groupes de spécialité, et une 4e sur le suivi individualisé de l'entraînement. Donc le pôle France de Toulouse maintenant a été créé officieusement en 85, officiellement en 86. L'entraînement a été assuré par Lucien et par moi-même. La structure dépend du CREPS de Toulouse. Nous accueillons donc des scolaires, des universitaires, des brevets d'État. J'ai fait un bilan rapide des nageurs du pôle. 94 nageuses et nageurs sont passés sur la structure. Nous avons eu 46 internationaux, 9 nageuses et nageurs sélectionnés aux Olympiques depuis 88, 15 podiums sur des épreuves internationales, dont ces médailles ont été gagnées par 6 nageuses et nageurs. Depuis mars 2004, nous sommes revenus un peu aux sources. La mairie de Toulouse nous a mis à disposition, surtout au club Dauphin-Utrecht, un bassin de 50 mètres découvert, avec salle de musculation, unité de récupération et puis bureau et salle de réunion. Donc, ce qui nous a vraiment permis d'évoluer au niveau entraînement, même si pour l'instant les résultats ne s'en vont pas sentir. Mais je pense qu'on a franchi un cap, et puis le bricolage dans les bassins de 25, les changements de piscine nous permet d'envisager un avenir un peu plus intéressant. Donc l'observation organisée de l'entraînement et de la performance. Pour revenir, pour vous faire un peu d'histoire, lorsqu'on entraînait avec Lucien, on voyait des planifications de Hongrois, de Russes, d'Américains, et puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait intéressant? Mais d'un autre côté, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait nous, parce que faisaient surtout les nageurs dans l'eau. On avait une petite organisation, une petite planification, mais on était incapable de savoir combien on faisait exactement de travail aérobie, de travail de vitesse, de travail lactique. Donc on s'est, tout bêtement, on a pris un papier et un crayon, parce que à l'époque, on n'était pas encore informatisé, et puis on a noté, on a récupéré séance après séance ce que faisaient les nageurs. Parallèlement, on voyait que des analyses de course étaient faites, notamment le travail qui avait été effectué lors des championnats d'Europe de Strasbourg en 87. Et donc on s'est dit, il faut qu'on s'organise pour arriver à comprendre un peu ce qu'on fait. Donc la première fois qu'on a fait ça, c'était un cours d'année 90. C'est peut-être un peu petit, mais j'avais beaucoup de chiffres et je ne savais pas comment tout mettre.
Donc on a commencé la première saison en 90, en cours d'année, et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de voir surtout les pourcentages, et en faisant le constat en fin d'année, on pensait vraiment entraîner dur, et on se retrouve avec des niveaux d'intensité qui étaient loin de ce qu'on pouvait imaginer. Avec un niveau de pourcentage de 16% sur du travail aérobie, donc on était un peu aux fraises. Donc on s'est donné 3 ans, donc jusqu'à la saison 92-93, pour faire évoluer progressivement ce niveau, parce qu'on s'était dit, bon, si on les fait passer de 16% de travail aérobie à 50%, peut-être qu'on n'en gardera plus de nageurs l'année prochaine. Donc l'évolution du travail, je peux la scinder en 4 parties. Donc la première, donc un jaune, où on a quantifié et puis essayé progressivement d'élever le niveau 2. Une deuxième période de 93 à 98, où on est arrivé à élever ce travail en niveau 2 et puis à augmenter aussi le travail mixte. Une autre période où on s'est dit, bon, peut-être qu'ils ont un peu de mal, on va réajuster le travail mixte. Donc ça a été jusqu'en 2002. Et enfin, on avait organisé quelque chose qui finalement nous bloquait. On avait tellement poussé la planification, c'est-à-dire on avait une planification hebdomadaire, on avait une planification journalière et de séances, où on se donnait des quantités à faire qu'on essaie de respecter, parce qu'on l'a marqué sur le papier, on ne sait plus s'il faut le faire parce qu'on l'a marqué sur le papier ou parce que c'est utile, où on s'est dit, bon, il faut qu'on dépasse ça, il faut qu'on sorte un peu de cette organisation. Et donc depuis 2002, la planification, c'est juste un fil conducteur où on se donne des orientations, mais on ne veut surtout plus se donner des quantités à respecter. Et en faisant ça, en gardant quand même la quantification, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de garder une trace de ce que les nageurs font, ce qui donne aussi un matière aux chercheurs de faire des publications, et l'utilité de Philippe Sola. On est revenu progressivement à une baisse du travail aérobie. Donc ça, c'est quand même pour vous donner l'exemple d'un groupe. Sachez que la plupart des nageurs qui sont passés sur le pôle avaient une quantification. J'ai passé pas mal de temps à rentrer tout ça. J'aurais pu tout vous présenter ensemble parce que tout me paraissait important, il fallait un ordre, donc j'ai choisi arbitrairement la quantification, mais ce qui va suivre, il n'y a pas d'ordre chronologique, tout s'est fait en même temps. Après on s'est dit, on fait des séries, et ce qui serait intéressant quand même, c'est de garder une trace, parce que pour voir l'évolution des nageurs, comment ils s'organisent, comment ils progressent. Donc, sachez que, certains le savent, parce que beaucoup d'étudiants, notamment de Lille, sont venus me rendre des visites régulièrement pour voir ce qu'on faisait à l'entraînement. Donc, depuis 1987, on a enregistré plus de 7000 séries d'entraînement. Donc, c'est vraiment des séries avec du nager. Donc ça, des séries de 25, des séries de 50, des séries de 3000, j'ai même des 10 000 en magasin. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est un petit exemple de série. J'ai eu du mal à la présenter parce que pareil, il y a toujours beaucoup de chiffres. Donc j'ai voulu reprendre 2 types de séries que j'ai rapidement retrouvées. Donc c'est des séries de Solène sur des séries de 400. Donc la première date de 94. Donc l'objectif de la série, c'était un exercice au seuil. Donc vous voyez l'évolution. Et ce qui semble le plus intéressant, c'est ces distances. La première, c'était la moyenne de sa série, elle était à 2,57. Pour finir, la dernière qu'on ait fait de ce type-là, à peu près sur les mêmes départs du mois de mars 2003, où elle est à 3,33 de distance par cycle. Et puis pour une petite anecdote,
Solène, ça a été la première fille que j'ai vue à l'entraînement faire une série de 400 à plus de 3 mètres de distance par cycle. Et bon, j'étais quand même super content. Et j'avais appelé Claude pour lui raconter un peu et pour lui donner un peu les nouvelles de Toulouse. Et il m'avait dit, bah, tu vois, Catherine, elle fait la même chose, mais en bassin de 50. Donc, on s'est remis au travail. Et le deuxième exemple, c'est Solène sur des 400, même chose, hein, de 96 à 2003. Donc, pareil, avec une distance par cycle qui va de 2,74 à 3,06. Donc, on a comment dire, emmagasiné des séries. Et puis un jour, on s'est dit, bon, ça serait quand même peut-être intéressant de les trier quand même, tous ces trucs-là. Et voilà, pareil, on a fait nos petits comptables. Donc c'est juste un petit exemple parce que pareil, il y a beaucoup de choses. On a pris les séries, on les a classées par objectif physiologique. Donc là, on a mis juste 3 exemples de séries au seuil, de séries mixtes et de séries lactiques. On les a classés également par distance réalisée, donc des séries 50. Donc ça, je pense que ça n'a pas de valeur scientifique parce que c'est juste vraiment des tests de terrain et puis je pense qu'on ne peut pas en faire grand-chose. Mais pour nous, ça a été vraiment révélateur. Et en gros, tous les 2 ans, on les a classés. Philippe a juste voulu faire apparaître l'évolution de l'indice de nage de chaque série, mais on retrouve des choses très intéressantes sur le pourcentage réalisé par rapport à leur vitesse de 400. Et ce qui nous a aidé, vous le verrez après, à construire des fiches de nage pour que les nageurs puissent s'organiser à l'entraînement. Avant d'arriver à ces fiches de nage, je voulais aussi vous montrer ce qu'on avait commencé en parallèle, c'est-à-dire l'analyse de course un peu pure et dure, et ce qu'on a pu trouver sur l'évolution. Donc Solène, c'est la nageuse qui s'entraîne depuis le plus longtemps avec nous, elle est au pôle depuis 93. Donc la plus vieille analyse de course que j'avais en mémoire, c'était un 200 à 2,12,75 avec 184 mouvements, une distance par cycle de 2,09 et une fréquence de 43,3. Et donc son record de France qui date des championnats d'Europe de l'année dernière, une 58,3 avec un gain de 20 mouvements. Hop. Il y en a une qui ne s'affiche pas, et une distance par cycle de 2,31. Ce gain de 22 cm et de 20 coups de bras, elle se les a vraiment gagnés, et puis on ne dirait pas 22 cm que ça fait sur une nage, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je me suis également amusé à regarder son évolution de la vitesse et de la fréquence sur son meilleur 200 mètres de l'année. Donc vous voyez qu'à part quelques ruptures dans sa progression, notamment pour ses 2 non-sélections à Perth et à Fukuoka, elle a quand même une progression assez constante sur son amélioration du 200 mètres. Une fréquence gestuelle qui, à part ce pic en 2002, mais qui correspond à une perf réalisée en finale au championnat d'Europe de Berlin, où elle s'était vraiment mal organisée pour faire son 200, reste quand même relativement stable aux alentours des 43 de fréquence. Et même chose en faisant une courbe fréquence distance par cycle avec une nette amélioration, sauf toujours ce une 59-37 à Berlin. Un autre petit exemple, c'était l'évolution d'Hélène Ricardo, avec une performance. J'avais moins de données parce que quand elle a commencé à nager, elle,
avant 93, on gardait beaucoup de choses. On voit quand même qu'elle a eu un gros travail avec une grosse amélioration de sa distance par cycle, mais contrairement à ce qu'a pu faire Solène, elle n'a pas été capable, pareil, c'est ses meilleurs 200 d'eau au cours de cette année, de 93 à 2000. Elle n'a pas été capable de garder une fréquence gestuelle au même niveau. Alors comment on s'est organisé pour orienter le travail des nageurs à l'entraînement? Donc on s'était dit, en partant de leur perf en compétition, donc là j'ai pris l'exemple de Solène à 1,58,3, elle a un indice de nage de 3,91. On s'est dit, bon, elle s'organise d'une telle façon pour faire ça en compétition. Comment il faudrait qu'elle s'organise pour nager sur un panel d'allure allant du plus facile au plus vite? Donc pour pouvoir s'adapter sur toutes les allures. 10 minutes, Fred. Donc, avec toutes les séries qu'on avait en magasin, lorsqu'on fait un tri, et si on veut voir ce que ça fait de faire des 400 à vitesse sur des allures aérobies, on trouve une moyenne qui doit être aux alentours de 83-84% de la VMA. Donc, si on a cette valeur, on peut en déduire et s'organiser pour proposer une allure donc à Solène ou aux autres nageurs, pour que celle-ci pour que aussi l'indice de nage soit au même niveau. Donc si vous avez l'indice de nage, vous avez la vitesse. Donc pour calculer l'indice de nage, il faut juste renverser pour avoir la fréquence et en déduire le nombre de cycles. Donc Solène savait que si elle nageait à 38 secondes sur un 400, donc qui correspond à 5,16, et qu'elle faisait 12,5 cycles, donc traction motrice par retour aérien, elle était sur ses meilleures modalités. Et la même chose sur des 400 à une allure plus élevée, ou sur des 100 mètres à des allures mixtes. Donc ce petit fichier nous a vraiment aidé et a aidé énormément les nageurs pour qu'ils puissent se contrôler à l'entraînement. Après, en 2001, donc avec les groupes de spécialité, je me suis retrouvé un peu tout seul avec des nageurs dans un peu tous les groupes. Donc je continue sur le travail qui a été effectué avec Solène. Donc Solène a choisi de s'entraîner avec Marc pendant les stages nationaux et les compétitions internationales. Donc je suis allé à la pêche. Nous avions fait un petit constat après les Jeux de Sydney avec Marc sur Solène. Donc ses points forts, c'était une capacité de nager sur des grandes distances par cycle, mais sur des allures moyennes. Et dès qu'elle sortait de là, ça devenait des points faibles. Et ces points faibles, c'était un manque de force, une incapacité de garder les grandes distances par cycle à des vitesses élevées, des performances 50 et 100 mètres faibles par rapport au niveau d'exigence du 200 mètres nage libre. Elle était capable de faire des 200 à 2 minutes en faisant la minute, mais bon, on se disait, pour être sur le podium aux Jeux Olympiques d'Athènes, il faudra nager certainement moins d'une 58, et pour nager moins d'une 58, elle ne sera pas capable de faire 59. Notamment après ce qui s'était passé à Berlin, où elle avait essayé de suivre un site pendant 75 mètres, elle avait complètement explosé. Donc on s'était dit, pour qu'elle puisse évoluer, il faut arriver à lui faire prendre de la force et lui faire prendre de la vitesse. Donc on s'est attelé à ce travail-là. Comme l'a très bien dit Patricia hier, ça a été un peu dur de vraiment la faire rentrer dans un système de musculation important.
Il a fallu vraiment insister pour qu'elle s'y mette. Mais après, quand elle s'y est mise, elle s'y est mise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de regarder si elle transpire. Donc vous voyez l'évolution depuis 99 au développé couché, même si 63 kg sur une répétition, et encore, quand elle est bien reposée, elle arrive à le passer, sinon elle est plus aux alentours de, je vais dire, entre 55 et 60 kg. L'évolution sur l'appareil tirage-banc. L'objectif qu'on s'était fixé aussi, c'était une amélioration de sa vitesse, donc sur le 100 mètres. Ben, elle a quand même pas mal gagné, elle a gagné plus d'une seconde 3. On voit que, heureusement, il n'a pas fallu nager moins d'une 58 au jeu. Elle a quand même continué à progresser régulièrement. Et le gain, quand même assez important, sur les mouvements sur 200 mètres nagés. J'ai mis une petite étoile toujours en 2002 parce que il y a eu un petit problème technique et elle n'aurait pas dû faire ça. Ce qui nous a semblé important aussi, c'est de pouvoir suivre et d'individualiser l'entraînement. Alors bon, comme on n'était pas quand même des grands informaticiens, on avait des fichiers, des petits fichiers qui étaient un peu un bordel sur nos ordinateurs. Et il y a 2 ans, on s'est fait faire un petit logiciel Excel pour tout regrouper sous le même fichier. Donc qui nous arrange vraiment la vie. Alors là, je passe la parole à Philippe. T'en rappelles plus? Oui, bon, comme Fred et Lucien sont toujours très ouverts, ils accueillent toujours ce que l'on peut leur proposer. Et donc nous avions entamé à cette époque une réflexion sur eh bien, comment développer au maximum les différents systèmes de l'organisme, mais éviter le burn-out, c'est-à-dire le surentraînement. Donc on s'est inspiré d'un ensemble de tests qui ont été développés un petit peu dans le milieu scientifique, notamment plusieurs marqueurs, un test de fatigue subjectif qui avait été développé par Jean-Claude Chattard, un test de fatigue neurovégétatif par Jean-Pierre Fouillot, des questionnaires cliniques et l'évolution de la charge. Alors juste une chose qui me semble importante et que j'essaye de partager avec Frédéric et Lucien, c'est que sur ce domaine-là, il nous semble important d'avoir vraiment le couplage de plusieurs indices qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une indication probabiliste de surentraînement. C'est-à-dire ces tests ils sont quand même plus ou moins fiables. Donc je crois qu'il ne faut pas être très très réactif et dès que l'on voit quelque chose, s'alarmer. Donc quand véritablement tous les tests vont dans le même sens, je crois qu'on peut commencer à se poser des questions. Donc en gros, si la charge augmente et l'ensemble des tests montrent une fatigue transitoire, c'est normal. Il y a des prises d'entraînement, le nageur est fatigué, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Si la charge, si la charge augmente et l'ensemble des tests montrent une fatigue persistante, même après un week-end de repos, c'est-à-dire une fatigue qui s'instaure, eh bien attention, il y a peut-être une probabilité de surentraînement. Et si la charge diminue de façon significative et prolongée dans une période de repos, alors que les résultats de l'ensemble des tests sont négatifs, alors il y a sans doute un problème médical ou de surentraînement. Voilà, donc ça c'est le petit questionnaire de fatigue que les nageurs remplissent chaque semaine. Là vous avez la vue d'ensemble de la saison dernière de Solène, donc avec l'évolution de la charge, du pourcentage de charge. Donc rapidement, ce n'est pas le volume. Nous avons essayé de prendre en compte chaque zone d'intensité avec un pourcentage par rapport au volume maximum réalisé lors d'un microcycle, mais également aussi le travail effectué en force max, en endurance de force et toute autre activité physique. Donc en bleu, en violet vous avez le questionnaire de fatigue de Solène, à savoir que Solène c'est une fille qui répond très bien à l'entraînement. Elle est rarement, comme vous le verrez tout à l'heure, elle est rarement malade. Juste les pics où on a l'impression que ces questionnaires de fatigue montent, c'est à des périodes de repos ou pendant des compétitions où elle a plus de temps pour dormir et comme il y a des questions sur le sommeil, ça lui fait monter le questionnaire. Et ça prend aussi en compte l'évolution des perfs.
Donc là, j'ai matérialisé les championnats de France, les championnats d'Europe et les Jeux. Donc ce petit programme, c'était pour pouvoir avoir le plus de choses sous les yeux.